maître de conférences en géographie et aménagement à l'Institut national universitaire Champollion et rattachée au laboratoire à Toulouse. Voilà. Elle travaille sur les questions de gestion des ressources naturelles, des risques naturels en interaction avec les politiques publiques et les productions de savoir scientifique. Ses terrains de prédilection sont la France, les Andes, en particulier les Andes vénézuéliennes, mais aussi l'Espagne. Sa thèse, qu'elle a soutenue en 2005, s'intitule « Discours et pratiques autour du développement durable et des ressources en eau, une approche relationnelle appliquée au bassin d'Adour-Garonne et du Ségura ». Le chapitre qu'elle a rédigé dans le Manifeste pour une géographie environnementale publié aux presses de Sciences Po et qui s'intitule « Pour une géographie du pouvoir, l'apport d'une expérience pluridisciplinaire autour de la question de la pollution médicamenteuse ». D'abord, merci pour cette découverte et je veux dire merci à Philippe pour avoir découvert les Reclusiennes et pour m'avoir permis de venir ici partager avec vous, on va dire, une réflexion que je conduis, parce que je ne vais pas vous présenter forcément un programme de recherche ou un résultat ici. Je vais essayer de partager avec vous une réflexion que je mène depuis longtemps, en fait, lorsque j'étais déjà petite technicienne au fin fond du Campo de Dalillas, en 95. Donc, je vous propose une intervention sur politique de l'eau, aménagement et contestation. Et je vais essayer de vous montrer que les processus de naturalisation des argumentaires, auxquels ont recours à la fois les institutions, mais aussi souvent les écologistes, occultent les enjeux politiques, souvent des questions qui sont sous-jacentes, et favorisent, on va dire, la conflictivité sur les territoires. Alors, je vais reprendre des éléments qui ont été avancés par Monsieur Épidore, dont je ne me rappelle pas le nom, hier, qui a très justement dit « on ne gère pas la nature ». En fait, ce que l'on régule, ce que l'on organise, c'est l'accès à l'eau, c'est en quantité, en qualité bien sûr, entre des habitants usagers. Et donc, il est bien question d'une question de pouvoir et absolument pas d'une question naturelle. Donc ça, c'est le postulat de départ, mais vous verrez que je vais essayer de vous démontrer qu'au-delà du postulat, ça peut se tenir. Mais alors, du coup... Ouais. Frédéric, c'est pas mal, hein? Synthèse, je crois que c'est déjà pas mal. Alors en fait, c'est très intéressant parce que je dois dire que là, on a un petit peu tous les éléments, on va dire, qui nous permettent de toucher du doigt le fait que la question du manque d'eau, c'est pas qu'une question d'aléa, parce que vous avez dit, au-delà de l'aléa, il y a potentiellement la quantité de personnes, la démographie. Il y a aussi la question de l'allocation, des types d'usage, c'est-à-dire que est-ce que l'on peut considérer que développer tel type de culture, développer tel type d'usage, développer un golfe, développer du maïs dans le sud-ouest, un golfe dans le sud-ouest ou un golfe dans le sud-est de l'Espagne, ça ne peut pas être une des causes du manque d'eau. Le fait que globalement aussi les populations se concentrent de plus en plus à certains endroits et font qu'effectivement, par exemple, dans des espaces côtiers, on va avoir tout à coup des booms de consommation, surtout dans les espaces côtiers. Ce qui se passe, c'est que vous faites une réponse qui est très intéressante pour moi, mais ce n'est pas tout à fait la réponse que nous apportent les institutions. On regarde la question de la répartition. Alors les usages agricoles qui représentent la plus grande partie de l'eau consommée. Alors consommée, pourquoi? Parce que quand on produit de la nourriture, on met de l'eau à la plante, mais la plante, elle transforme l'eau en matière végétale. C'est merveilleux. Donc on ne peut pas non plus dire « Ah, c'est les premiers consommateurs d'eau », effectivement. Alors, si on prenait les premiers préleveurs dans le bassin d'Adour-Garonne, il y aurait une compétition quand même entre l'usage énergétique et l'usage agricole. Mais en termes de consommation nette, l'usage agricole est le premier consommateur. Donc vous avez les usages domestiques, les usages industriels et bien évidemment aussi les réservoirs. On se rend compte que bien évidemment c'est toujours pareil, en termes de consommation, de besoins en eau, les moments où on en a le plus besoin, alors graphique en haut à droite, c'est pendant les périodes d'étiage. Et puis en bas, ici, vous avez, donc pour le sud-est de l'Espagne,
un graphique qui met en évidence, alors au niveau de, ils n'ont pas fonctionné de janvier à décembre comme on le fait souvent en France, eux ils fonctionnent de décembre jusqu'en septembre. Donc en fait la partie de droite correspond à la période d'étiage du cours d'eau. Mais là on est sur des prélèvements liés à des usages touristiques. Donc vous voyez qu'il y a plein d'usages qui se développent et qui ont toujours lieu, voilà, au moment où dans les cours d'eau, c'est pas le moment où l'eau circule le plus. Mais est-ce que c'est un problème naturel? Je crois pas, et c'est ce que vous disiez. On prélève aussi quand il n'y a pas d'eau dans la rivière, mais c'est nous qui prélevons, c'est pas nous, c'est pas la rivière qui ne coule pas. Voilà. Tout ceci, bien évidemment, il me reste 3 minutes, ça va bien se passer, parce que je voulais vous poser une dernière question. Tout ceci, c'est aussi donc le petit schéma en bas à droite qui met en évidence qu'il y a des enjeux temporels, mais aussi des enjeux spatiaux. C'est-à-dire que quand je prélève de l'eau en amont, il faut aussi que je tienne compte que potentiellement en aval, alors ici la centrale, elle est en déviation. Mais si ma centrale, comme celle sur le bassin Adour-Garonne, elle est située à l'aval du bassin, ça veut dire qu'en termes de gestion de l'eau, il faut gérer des flux qui permettent de garantir un débit minimum, le fameux débit d'objectif d'étiage. Il faut savoir que les premiers à fournir des arguments de type naturalisant, ce sont les scientifiques. Ce sont les scientifiques, mais les scientifiques, ils précisent aussi très souvent, et là, je le rappelle, à partir d'une étude très sérieuse qui a été faite sur le calcul de débit d'objectif d'étiage, j'ai terminé, fixer des valeurs seuil au débit d'étiage, c'est toujours adapter un contexte, adapter aux problèmes posés par les acteurs, et ça dépend de critères réglementaires de gestion de l'eau, comme par exemple les débits réservés qui n'ont rien à voir avec un débit naturel sur les cours d'eau. Ce qui veut dire que nous, en tant que scientifiques, on a une responsabilité. On doit être très réflexif au regard de la production de diagnostics que l'on effectue et la manière dont ils vont être utilisés. Et j'aimerais formuler complètement différemment la question. Si on se demandait si finalement quelles sont les causes du mauvais état des sources d'eau, si on se posait cette question-là au lieu de se demander quelles sont les causes du manque d'eau, alors bien évidemment vous avez répondu de façon intelligente, mais vous voyez qu'on peut trop facilement répondre de manière un peu biaisée. Si on se demandait quelles étaient les causes du mauvais état des sources d'eau, eh bien potentiellement on serait amené à interroger davantage l'ensemble des enjeux que l'on a évoqués, que vous aviez évoqués dans un premier temps. Voilà, et puis je pense que vous allez pouvoir aussi apporter de l'eau au moulin de l'eau au moulin de notre ami, ou pas.